Bonjour à toutes et à tous, Jérôme au micro. Je suis à nouveau très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Disney World, le podcast. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisque le 16 octobre 2023, c'est-à-dire il y a 2 jours au moment de la sortie de ce podcast, nous avons célébré les 100 ans des studios Disney. Aujourd'hui, nous allons donc prendre une machine à remonter le temps et puis fêter ces 100 ans. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cet épisode est disponible en format audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, mais également en format vidéo sur notre chaîne YouTube, La Famille Disney. Et je vous invite plus que jamais à nous rejoindre sur cette chaîne YouTube parce qu'on a été pioché sur le web des images d'archives qu'on va vous diffuser et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. À émission spéciale, invité spécial, nous allons recevoir dans quelques instants notre invité. Il connaît sur le bout des doigts l'histoire des studios, il a plein d'anecdotes à nous raconter, à vous raconter. Mais avant cela, vous avez l'habitude, on va rejoindre le studio d'enregistrement. Générique. Disney World, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et nous voici donc dans le studio d'enregistrement aujourd'hui pour cet épisode spécial 100 ans de magie Disney avec Pierre Lambert, notre invité du jour. On l'accueille tout de suite. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, je vais très bien et je suis ravi de participer à votre émission passionnante sur l'univers Disney, en particulier les parcs, puisque je regarde souvent votre émission. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Avec vous aujourd'hui, on va évoquer les 100 ans des studios Disney. Alors, les fans de l'univers Disney, de la grande communauté Disney, vous connaissent forcément, mais certains ne vous connaissent peut-être pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours ? Oh là, ça serait un peu long et pas très intéressant, mais bon, je vais quand même le faire. J'ai fait des études de dessin à Paris, École supérieure des arts appliqués du Perret, et puis ensuite j'ai fait l'école des Gobelins que tout le monde connaît aujourd'hui pendant 1 an et demi à peu près, pour être animateur. Et puis ensuite, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de travail dans l'animation en France, donc j'ai un peu bifurqué et j'ai travaillé en faisant des expositions pour la promotion de dessins animés, pas Disney au départ, puisqu'il s'agissait de Brisby et le Secret de Nîmes. Les Maîtres du Temps, par exemple. Et ensuite, j'étais pendant 1 an et demi attaché de presse de Walt Disney France. Alors là, c'était la première expérience avec Disney. Un concours de circonstances, il m'avait engagé parce que je connaissais bien les dessins animés Disney, en particulier les courts-métrages. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai fait des expositions sur le dessin animé. J'en ai fait une première sur Walt Disney en décembre 1985 au Centre Pompidou, qui s'appelait De Blanche-Neige à Taram et le Chaudron Magique, pour la sortie du film. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait plein d'expositions sur le cinéma d'animation. Comme j'étais dessinateur, j'ai aussi, pendant une dizaine d'années, dessiné les personnages, entre autres de Tex Avery, pour mon premier éditeur qui s'appelait Démons et Merveilles. Donc j'ai fait des affiches, des pendules, des montres, plein de choses. Voilà, donc j'ai eu plein d'activités. J'ai travaillé dans un studio de dessin animé avec des amis aussi. Voilà, et puis j'ai commencé à faire des livres que vous connaissez. Voilà, pour faire court, voilà. Parfait, merci beaucoup Pierre, encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Donc je le disais avec vous, on va retracer 100 ans de magie. 16 octobre 1923, c'est la création des studios Disney. On va évidemment vous diffuser quelques photos sur notre chaîne YouTube. Cette photo, si elle est très connue, Pierre, c'est Walt Disney et son frère Roy devant les fameux studios, les Disney Bros Studios. Alors il faut savoir que c'est pas le premier studio créé par Walt Disney, ceci dit. Non, il avait créé un studio donc à Kansas City juste avant, où il avait fait beaucoup de films publicitaires et puis il avait tenté de faire des petits courts-métrages, alors très rudimentaires encore à l'époque, adaptés de contes célèbres comme Cendrillon par exemple. Donc ça marchait bien, c'était pour les cinémas. Et puis il a décidé de faire le pilote de sa première série qui était les Alice Comedies. Et puis finalement ça n'a pas fonctionné. Et donc il est parti à Hollywood pour monter son studio. Et là il a quand même pu présenter son pilote et le pilote a été accepté pour
pour faire une série. Donc c'était vraiment les débuts des studios Disney. Mais il faut savoir quand même une chose importante, c'est que la grande rencontre à Kansas City, c'était avec Ub Iwerks, l'animateur, qui est devenu son ami et son associé, et avec qui il a créé par la suite évidemment Oswald le Lapin puis Mickey. Donc sans Ub Iwerks, qu'il a fait venir justement à Los Angeles, il a réussi à le convaincre à venir à Los Angeles pour travailler avec lui. Je pense que l'entreprise Disney ne serait pas développée comme elle s'est développée à l'époque. Et c'était déjà un signe du génie de Walt Disney, parce que Ub Iwerks travaillait déjà dans un studio. Pour une raison totalement inconnue, il a décidé de rejoindre Disney, dont le studio était, disons-le, au bord de la faillite. Oui, tout à fait. Alors, en réalité, c'est Walt Disney qui lui a écrit une longue lettre pour le convaincre de venir à Los Angeles le rejoindre, et qu'il allait développer les projets avec toute son ambition qu'on lui connaît. Et Ub Iwerks, comme il était convaincu du talent de Walt Disney et surtout du sérieux aussi de son frère Roy pour les finances, il a accepté de venir. Et là, l'aventure a commencé doucement au départ, puisqu'il s'agissait de faire des dessins animés qui étaient quand même des dessins animés assez simples. On n'était pas encore dans l'art de l'animation. Mais avec le talent et la force de travail du Iwerks, ça a permis, en étant très peu au studio, de produire beaucoup de films. Vous soulignez la première série, la grande série, le premier short finalement des studios Disney Brothers, c'est Alice Comedies en 1924. Les Alice Comedies, c'est déjà à l'époque quelque chose de précurseur. Hein. Oui, c'était précurseur parce qu'il mélangeait la prise de vue réelle et le dessin animé, c'est-à-dire qu'il filmait une petite fille dans un univers avec un fond neutre, et il incorporait les personnages de dessin animé, donc c'était vraiment très audacieux pour l'époque. À l'époque, il faut savoir que la référence était Félix le chat, où c'était simplement des dessins animés très simples, où il n'y avait pas de prise de vue réelle. Donc c'était vraiment original de faire ça. Et surtout, la différence des films de Walt Disney, des Alice Comedies par rapport aux autres dessins animés, c'était le rythme. Le rythme était beaucoup plus soutenu, l'animation était beaucoup plus riche, beaucoup plus sophistiquée déjà à l'époque, et c'est ce qui faisait la différence par rapport aux concurrents. On voit d'ailleurs Walt Disney se mettre lui-même en scène dans le premier Alice Comedy. Oui, absolument, parce qu'encore à l'époque, il dessinait. Walt Disney n'était pas un grand dessinateur, mais c'était quand même un dessinateur tout à fait honorable, surtout à l'époque où il faisait ses premiers films. Et en réalité, ce qui se passait, c'est qu'il animait un peu les films, les personnages secondaires. Donc, il mettait encore il travaillait encore comme dessinateur, animateur sur les films. Par contre, il a vite arrêté. On peut considérer qu'à partir de 1926, il a complètement arrêté de dessiner. Mais il a quand même participé. Donc, il y avait une question de mise en scène aussi. Ça rappelait aussi la mise en scène, vous savez, des frères Fleischer, qui faisaient Coco le clown. Et Max Fleischer se mettait en scène, alors que lui n'était pas le dessinateur, c'était son frère David. Mais il faisait une mise en scène, justement, où il y avait une interaction entre le personnage de Coco le clown et lui-même. Donc, c'était déjà une idée de Max Fleischer. Mais Walt Disney l'a reprise, l'a modifiée. Et surtout, comme je l'insistais tout à l'heure, c'était la qualité de l'animation qui faisait la différence, et les idées évidemment de gag. Exactement. Et alors, c'est rigolo de voir ces archives aujourd'hui, parce que du coup, ça nous donne une idée de l'ambiance dans laquelle les animateurs travaillaient. C'est vraiment un petit studio modeste au départ. Oui, comme tous les studios de dessin animé. Je vais même vous dire que les studios, même français, des années 50, 60, étaient des petits studios modestes. Tous ces studios fonctionnaient de la même façon, c'est-à-dire avec une équipe réduite, pour des questions de budget évidemment, et parce qu'ils faisaient des courts-métrages, ils ne faisaient pas des longs-métrages, donc on n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de monde. C'est des studios qui, à peu près, ils avaient 10 personnes en général. Et puis certaines personnes faisaient plusieurs boulots à l'intérieur du studio. On pouvait être à la fois chef opérateur, tourner les films, et puis en même temps mettre les personnages sur cellulo, tracer les personnages sur cellulo. Vous voyez, on pouvait avoir plusieurs activités dans le même studio. Donc c'était vraiment de l'artisanat et de l'apprentissage. On était quand même au début du dessin animé, malgré tout. 1926, on prend un peu plus grand, les studios déménagent sur Hyperion Avenue. Ils changent de nom, d'ailleurs à ce moment-là, ils deviennent les Walt Disney Studios. Donc la marque, entre guillemets, Walt Disney commence à prospérer. Et c'est la naissance, un an plus tard, d'Oswald, de Lucky Rabbit, le lapin chanceux, comme vous l'aviez dit il y a quelques instants. Ça, c'est un personnage iconique dans l'univers de Disney. Oui, parce que c'est son premier personnage de dessin animé, en réalité. Dans les Alice Comedies,
on avait simplement des petites souris qui se baladaient, des chats, etc. Là, on avait un personnage central, Oswald le Lapin, qui était un héros finalement. La grande vedette de l'époque, c'était Félix le chat. Il fallait trouver autre chose qu'un chat, évidemment. Il a choisi un lapin. Donc c'était voilà, un personnage qui a quand même eu un certain succès. Et je vous dis toujours par la qualité de la mise en scène, l'originalité des scénarios et la qualité évidemment de l'animation. C'est tous ces éléments réunis qui faisaient la patte des studios Disney déjà à l'époque. Et tout ça grâce à Ubiverse. Je le rappelle toujours parce que c'est très important. Ça a été vraiment le premier grand animateur de l'histoire du dessin animé. Et justement, Ubiworks, on va le voir dès maintenant, puisqu'en 1928, c'est la naissance d'un autre personnage iconique. Personne ne pouvait savoir à l'époque qu'il allait devenir cette icône qui traverse les générations, mais c'est la naissance de Mickey Mouse sous le crayon donc de Ubiworks. Beaucoup pensent que Mickey est apparu pour la première fois dans Steamboat Willie. C'est faux. Oui, c'est faux. En réalité, Walt Disney, alors il faut quand même remettre les choses dans l'histoire. Walt Disney venait de perdre les droits d'Oswald le Lapin. Margaret Winkler lui avait fait un coup en douce et elle voulait même aussi débaucher ses animateurs. Donc c'était très compliqué pour Walt Disney. Et lorsqu'il est revenu de ce rendez-vous de New York où il avait appris qu'il perdait les droits, il a réfléchi à la création d'un nouveau personnage et tout de suite il a appelé Ubiverse pour travailler sur des idées. Et en réalité, c'est entre eux, tous les deux, c'était au printemps 1928, qu'ils ont créé plusieurs personnages en même temps. J'ai rencontré le fils d'Ubiverse qui m'a raconté ça, qui m'a montré des documents d'ailleurs très intéressants. Et ils ont travaillé un après-midi du printemps à trouver plusieurs personnages, dont Mickey, Minnie, Clarabelle la vache et Horace le cheval. Et puis il y avait aussi Flip la grenouille. Et Walt Disney a tout de suite vu que c'était Mickey qu'il fallait prendre. Et il a proposé à Ubiverse de garder les droits d'un autre personnage. Il a choisi Flip la grenouille. Et donc la création est vraiment arrivée à ce moment-là. Et Walt Disney a pondu le scénario de Plain Crazy, qui est le vrai premier dessin animé de Mickey, en hommage à Charles Lindbergh. Et donc, en cachette, en fin de compte, Ubiverse a créé le storyboard d'abord avec Walt Disney, puis a animé entièrement le film. Et puis, le film a été terminé et il s'est dit, mais attention, le cinéma sonore va arriver. Ce serait peut-être bien que le premier Mickey soit un dessin animé sonore. Et c'est pour ça que Plain Crazy n'a pas été le premier dessin animé, ça a été finalement Steamboat Willie. Et entre deux, ils avaient commencé à travailler sur un troisième dessin animé qui s'appelle Galloping Gaucho Show. Alors là, c'était un film d'aventure en hommage à Douglas Fairbanks, qui était une vedette énorme à l'époque. Et puis le film, il a interrompu, il n'a pas tout à fait terminé, pour créer Steamboat Willie. Et ensuite, ils l'ont terminé, sonorisé, évidemment, comme Mickey. Le premier Mickey est sorti au cinéma. Donc tout ça s'est fait en quelques mois. Et c'est ça qui est assez surprenant parce que Plain Crazy c'est 1928, Steamboat Willie c'est 1928 également. Tout ça s'est fait très rapidement. Si ce film, ce court métrage est entré dans l'histoire, c'est effectivement parce que c'est l'une des premières utilisations de synchronisation labiale, c'est-à-dire que pour la première fois, les personnages parlent. Oui, absolument. C'était une synchronisation en direct, en réalité. Il y avait à la fois l'orchestre et les voix qui étaient enregistrées tout en même temps. Donc, on projetait le film. Et donc, il y avait Walt Disney qui, d'ailleurs, faisait la voix de Mickey pour ce premier film. Et puis, l'orchestre qui jouait en direct la partition avec un chef d'orchestre, évidemment. C'était Frank Churchill. Et donc, tout ça a été fait en direct. Donc, ils ont fait plusieurs répétitions pour arriver vraiment au résultat parfait. Et donc, ce premier dessin animé, évidemment, a fait l'effet d'une bombe, parce que c'est la première fois qu'on voyait un dessin animé, qu'on découvrait un dessin animé sonore et parlant. Et donc, le succès a été foudroyant, évidemment. Alors justement, fort de cette expérience, en 1929, Disney lance les Silly Symphonies. C'est une série qui a permis justement aux artistes de Disney de s'exprimer encore plus grâce à la musique. Oui, alors la musique est indissociable du dessin animé, en particulier pour Walt Disney. Et effectivement, Skeleton Dance, le premier dessin animé de la série des Silly Symphonies, est entièrement musical, il n'y a pas de parole, est extrêmement rythmé, toujours animé quasiment entièrement par Ubiverse.
et le succès a été aussi immédiat. Ensuite, il a enchaîné évidemment les productions. Il faut savoir qu'Ubiworks a quitté le studio fin 1929 pour monter son propre studio avec justement le personnage de Flip la grenouille que Walt Disney lui avait laissé. Ils étaient partis en bons termes. Il pensait pouvoir aussi créer son propre studio et réussir, ce qui n'a pas été le cas. Il reviendra quelques années. Et donc, voilà, c'était vraiment un tremplin à la fois pour des expérimentations et aussi pour les animateurs, les nouveaux animateurs qui arrivaient au studio. Parce qu'il faut savoir que quand Mickey a eu du succès, tout de suite, il a dû engager du monde. Ils étaient que 10 personnes à l'époque, ils sont passés à 200 personnes en un an. Donc, ils ont engagé des dessinateurs, des animateurs, il a fallu structurer le studio, l'organiser, et ça a été vraiment quelque chose de très impressionnant, parce que la rapidité d'évolution du studio a été foudroyante, et c'est pour ça qu'il a décidé de se diversifier avec les Silly Symphonies, pour justement pouvoir avoir des sujets différents à proposer. Il faut savoir que ces films étaient diffusés en complément de programme des grands films de l'époque. Donc il y avait un court-métrage, 2 courts-métrages, voire 3 courts-métrages maximum, et il fallait pouvoir fournir évidemment beaucoup de films pour pouvoir alimenter les cinémas. Et parmi ces courts-métrages, il y avait notamment en 1935 The Band Concert, qui est donc le premier film coloré avec Mickey Mouse des studios Disney. Tout ça, finalement, c'est un préambule à la grande aventure. On va désormais aborder les années 30, les années 1930-1940. Le grand fait marquant de ces années, c'est évidemment la sortie du premier long-métrage d'animation en 1937 avec Blanche-Neige et les 7 nains, classique parmi les classiques. Oui, alors le projet remonte à 1934, en réalité, parce qu'il faut du temps pour faire un long métrage, mais Walt Disney a été convaincu très tôt qu'il fallait passer à autre chose, passer au long métrage, pour obtenir plus de succès, évidemment. Lui était convaincu que le public l'accepterait, les producteurs ne l'étaient pas du tout, donc il pensait que un court métrage était largement suffisant, 2 éventuellement, mais qui ne resterait pas dans une salle pour regarder un dessin animé d'1h30. Et Walt Disney on était vraiment persuadé et a réussi quand même à convaincre quelques banquiers, quelques personnes, en s'endettant aussi, pour pouvoir réaliser ce rêve. Mais ça a été un travail extraordinaire parce qu'il faut savoir qu'on était quand même en Mickey noir et blanc en 1928, 1929 jusqu'à 1935. Et là, d'un seul coup, on passe à un long métrage en couleur avec des personnages, des nouvelles créations, avec une exigence d'animation et de qualité artistique supérieure. Et c'est grâce au succès de Mickey et à l'engagement de tous ces animateurs, dessinateurs, artistes, décorateurs, qu'il a pu améliorer la qualité technique et artistique de l'animation en très peu de temps. En 3-4 ans, on est passé vraiment de courts-métrages assez simples à un long-métrage très sophistiqué. Voilà, donc c'est vraiment une aventure absolument unique dans l'histoire du cinéma, d'avoir évolué aussi vite et aussi bien en aussi peu de temps. Quand on voit ces images, pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, des animateurs qui dansent pour avoir une idée des mouvements à reproduire sur leur feuille de papier, quand on voit voilà ces dessins, ces esquisses, j'imagine qu'à l'époque, on devait quand même prendre les gens qui travaillaient dans les studios Disney pour des fous. Oui, alors en plus, ce qu'on est en train de voir, c'est un montage avec des choses qui ont été tournées dans les années 50 en réalité, au moment de la télévision, pour reconstituer justement comment on faisait un dessin animé. Donc il y a une partie des images qui est d'époque et une partie qui a été faite quelques années plus tard. Et effectivement, pour les gens, c'était complètement inconnu. Il faut savoir que c'était assez magique de faire du dessin animé. Et Walt Disney l'a bien compris parce que Blanche-Neige est sortie, a eu beaucoup de succès. Et quelques mois plus tard, il a fait un petit documentaire de 10 minutes qu'il a diffusé dans les salles comme une sorte de bande-annonce pour Blanche-Neige. Et le succès a continué évidemment après. Mais c'était un film, enfin ce petit reportage où on voyait à la fois le tournage de Blanche-Neige, mais aussi des courts-métrages de Mickey et de Donald. C'était vraiment un film promotionnel pour continuer le succès de Blanche-Neige. Et ça, c'est un document aujourd'hui qui est formidable, parce qu'on est vraiment plongé au cœur des studios Disney en 1937. Et ça, c'est incroyable. Et on n'en voit qu'une toute petite partie de ces coulisses, parce qu'ils étaient quand même plus de 700 personnes. Donc les ateliers étaient vraiment très importants. Vous aviez aussi les ateliers de décor, vous avez les effets spéciaux. C'est vraiment très très impressionnant quand on regarde ça. Et justement, plongez-nous, Pierre, dans l'ambiance de ces studios, en tout cas sur la partie technique. Aujourd'hui, on a des ordinateurs pour faire les dessins animés. Comment a été réalisé Blanche-Neige? Avec quelle technique?
Alors la technique est très simple, il y a plusieurs étapes. La première étape est la plus simple et toujours la même, c'est-à-dire on écrit un scénario, puis on développe des dialogues, et ensuite on crée un storyboard, donc une sorte de bande dessinée, tout le monde connaît ça, avec plan par plan tout ce qui se passe dans le film, et ensuite on peut changer les dessins suivant les idées, les choses qui vont pas. Tous ces storyboards, alors ça c'est une excellente idée de Walt Disney, sont filmés donc de façon statique, il n'y a pas encore d'animation, et synchronisés avec le son, avec les musiques, les chansons qui sont écrites avant, pour voir si le rythme fonctionne, si les dialogues fonctionnent. Et ensuite, on peut modifier tout le temps ce film, ce qu'on appelle le film maquette. Et quand le film maquette est terminé, séquence par séquence, évidemment, parce qu'il ne travaille pas sur la totalité du film, il travaille séquence par séquence, ensuite, le travail de réalisation peut commencer. Le travail de réalisation, ça commence par la création des personnages, évidemment, créer des modèles des personnages pour les animateurs. Même chose pour les décors, on fait des recherches de décors. Ensuite, on établit tout ce qui va intervenir dans les décors. Donc, par exemple, Albert Horter était le créateur de tous les styles des meubles de Blanche-Neige de la Maison des Nains, le petit tabouret sur lequel ils sont assis, le buffet derrière dans la cuisine. Tout ça, c'est dessiné par Albert Horter. Et donc, ça a donné une unité au film stylistique. Il y avait Samuel Armstrong qui était le chef décorateur qui lui a donné le style des décors, au niveau des couleurs, des harmonies de couleurs. Donc il y avait à chaque fois des gens responsables dans chacun des départements pour justement que les choses restent cohérentes entre les artistes. Et puis il y a l'animation. Alors l'animation, ça c'est la grande force de Disney. Vous aviez en haut de la pyramide le directeur de l'animation, le chef animateur, qui crée l'animation des personnages. Ensuite, vous aviez des assistants animateurs. Les assistants animateurs aidaient à remettre au propre, mais très rapidement, les dessins principaux de l'animateur. Et puis après, vous aviez les intervallistes, ceux qui faisaient les dessins intermédiaires. Donc ça, c'était quelque chose on va dire, de beaucoup plus mécanique. Mais ces intervallistes, parfois, devenaient des animateurs parce qu'ils étaient particulièrement doués. Et Disney s'était rendu compte, justement, que dans les jeunes dessinateurs qui arrivaient au studio et qui avaient un travail un peu répétitif, il y en avait qui avaient du talent, et tout de suite, ils passaient au stade d'assistant animateur, puis animateur. Donc, on pouvait gravir les échelons très rapidement au studio Disney si on avait du talent et qu'on travaillait bien. Et puis, bon, dans le travail aussi très difficile, il y a ce qu'on appelle le traçage et le gouachage, la mise en couleur des personnages sur les feuilles de rhodoïde transparentes. C'était fait à la plume, c'était fait par des femmes parce qu'elles étaient beaucoup plus méticuleuses et elles avaient un trait beaucoup plus sûr que les hommes. Ils avaient fait des tests, ça aurait pu être des hommes, mais non, il y avait beaucoup plus d'agilité dans les mains des femmes qui traçaient ces cellulos. Et puis ensuite, c'était mis en couleur au dos, donc il y en avait beaucoup. Donc c'était un travail énorme. En plus, comme il y avait un souci de qualité de la part de Disney, par exemple, le traçage des personnages était en plusieurs couleurs. Ensuite, par la suite, dans d'autres studios, on faisait un traçage uniquement en noir. Chez Disney, c'était des fois, il y avait 15-16 couleurs différentes par personnage. Donc c'était vraiment beaucoup de travail. Et puis il y avait le tournage aussi de tous ces éléments, avec une caméra qui a été créée avec l'aide du Biverse, qui est la caméra multiplane, dont on parle souvent. En réalité, ils en ont créé deux d'ailleurs, une de secours si jamais la première était tombée en panne, ce qui n'est jamais arrivé. Et cette caméra permettait, qui mesurait 4 mètres de haut, de filmer les dessins à différents niveaux. Donc vous aviez l'arrière-plan du décor, puis vous aviez un personnage, puis encore un élément de décor parce qu'il passait derrière, et encore un élément premier plan, et ça donnait une profondeur de champ. C'est comme ça que lorsqu'on arrive, par exemple, dans la tanière des nains, lorsqu'ils dansent, on a différents plans qui donnent une profondeur. Aujourd'hui, c'est très facile à faire avec l'ordinateur, mais à l'époque, c'était vraiment une prouesse technique qui coûtait d'ailleurs très cher. C'est passionnant. Je vous écoute, je bois vos paroles et je suis sûr que les auditeurs aussi. On a été plongés là littéralement dans les studios dans cette époque. Alors fort du succès de Blanche-Neige, les studios Disney poursuivent. On parlait de l'Oscar obtenu par Blanche-Neige et les Sept Nains. Ensuite sort Pinocchio en 1940, qui est devenu un classique et lui a remporté 2 Oscars. Là, on est vraiment dans le premier étage de la fusée Disney finalement. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or de l'animation. Et ça y est, Walt Disney a convaincu que ça pouvait fonctionner et les studios sont partis là, ont décollé, ça y est. Oui, absolument. C'est-à-dire le succès de Blanche-Neige a permis de continuer de développer les projets qui étaient déjà commencés de Pinocchio, de Fantasia, de Bambi et puis rapidement de Dumbo. Mais le succès financier a permis d'engager encore plus de monde puisqu'ils sont passés de 700 personnes à plus de 2000 personnes en 2 ans. Vous vous rendez compte? Et ils travaillaient sur plusieurs films en même temps. Lors de la production
Pinocchio est sorti en même temps que Fantasia quasiment. Donc voilà, ils travaillaient sur il y avait plusieurs équipes. Certains animateurs travaillaient sur plusieurs films, d'autres ne travaillaient que sur un film. Même chose pour les décorateurs, pour tous les intervenants. Mais c'était vraiment une organisation incroyable. Parce que vous imaginez, pour faire tous ces films, avec cette qualité-là, c'était fou. Et là, c'est vraiment l'âge d'or, parce que quand on enchaîne Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, Bambi et Dumbo, voilà, c'est en 5 ans, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, Walt Disney est obligé de déménager ses studios à Burbank. Pardon. Oui, effectivement. Alors, avec le succès de Blanche-Neige et en se disant, maintenant, on va doubler le personnel, il ne pouvait plus rester dans ce studio exigu. Et donc, il a créé un studio à Burbank où la fin de Pinocchio a été produite. Et ce studio a été conçu entièrement pour le dessin animé, extrêmement bien pensé, avec à l'époque la climatisation qui n'existait pas, c'était vraiment très innovateur, et puis beaucoup d'espace et extrêmement bien organisé entre les différents départements pour que les gens puissent travailler entre eux. C'était important que Walt Disney soit proche des directeurs de l'animation, des décorateurs. Voilà, donc le studio de Burbank est vraiment très bien pensé, avec un auditorium pour pouvoir accueillir un grand orchestre. Tout était pensé, c'était vraiment impressionnant, et c'est ce qui a permis de pouvoir enchaîner ces films. Fantasia en 1940, Dumbo en 1941, dont on aperçoit des esquisses, Bambi en 1942. Là, avec la place effectivement qu'on avait dans les studios Burbank, on a même fait venir des animaux dans les studios pour que les animateurs puissent apprendre à dessiner finalement plus fidèlement à la réalité les animaux de Bambi. Oui, absolument. Puis, ils allaient souvent aux zoos de Los Angeles aussi pour pouvoir faire des esquisses. C'est venu rapidement. Mais là, comme Bambi était le personnage principal, ils ont fait venir un enfant pour pouvoir le dessiner, l'esquisser. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà, c'était vraiment très compliqué de pouvoir réaliser une qualité d'animation réaliste de façon crédible. Et là, c'est vraiment une prouesse. Je pense que Bambi, au niveau technique, est le film le plus abouti de Disney. D'ailleurs, c'était son préféré. Et pour une raison très simple, c'est qu'il y a 0 défaut. Et on a à la fois l'aspect réaliste des animaux et en même temps le côté fantaisiste de Pampan, par exemple, avec sa copine, de Fleur, etc. Ça, c'est vraiment un équilibre formidable entre le réalisme et la fantaisie. Et du coup, ces animaux fantaisistes comme Pampan, on y croit parce que les autres animaux sont animés de façon réaliste et que l'ensemble au niveau direction artistique est très réaliste aussi et très poétique aussi. Donc ça donne une grande cohérence dans l'ensemble. Et ça, c'est la force de Bambi. Et c'est un film, en fin de compte, il est intemporel. C'est ça qui est extraordinaire. Mais comme beaucoup de dessins animés de Walt Disney. Ce qui est surprenant quand même, c'est que ces grands classiques, on parle de Fantasia, on parle de Bambi, de Dumbo, tout ça c'est sorti finalement dans une période sombre de l'histoire. On était en pleine guerre. Les studios Disney c'est assez insolite, c'est assez, enfin c'est pas le mot que je cherche, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est assez surprenant pour que les studios Disney en pleine guerre, eux, connaissent un essor comme celui-ci. En réalité, l'essor est arrivé avant la guerre. C'est-à-dire que aux États-Unis, c'est arrivé avec Pearl Harbor en 41. En 41, Blanche-Neige est sortie, Pinocchio était sorti, et Fantasia aussi. Donc, ils ont simplement entre guillemets, terminé Bambi et Dumbo pendant cette période de guerre où ils ont dû faire l'effort de guerre en créant aussi des courts-métrages et longs-métrages, puisqu'il y a Victory to Your Power, pour l'effort de guerre. Donc, et puis en plus, il y a des animateurs, des gens qui sont partis sur le front aussi après. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Le studio a été réduit en effectifs et il a fallu être beaucoup plus efficace. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dumbo est un film qui dure moins longtemps, il dure qu'1h05. Les décors sont beaucoup moins sophistiqués. La seule chose qui reste, et qui reste toujours dans tous les longs-métrages de Disney, de son vivant, c'est la qualité de l'animation. Ça n'a jamais été un compromis, il n'y a jamais eu de compromis au niveau de la qualité de l'animation. Il y a eu des compromis, par exemple, au niveau du nombre de couleurs des personnages. Vous voyez, on a réduit un peu le nombre de couleurs des personnages, le nombre de couleurs de traçage des personnages. Mais par contre, la qualité de l'animation est toujours restée au top. Et c'est ce qui a différencié Disney avec tous ses concurrents.
À la sortie de la guerre sort Mélodie du Sud, film controversé aujourd'hui, mais dont tous les fans Disney se souviennent évidemment. C'est en 1946. 1950, autre grand classique avec la sortie de Cendrillon. Les studios Disney continuent de se développer. Ensuite, 1951, c'est la sortie d'Alice au Pays des Merveilles, où on voit encore une fois sur notre chaîne YouTube La Famille Disney des images de comment les animateurs travaillent plus fidèlement. Et il y avait des modèles, des petites filles qui étaient là, une petite fille particulièrement. Oui, on voit Mark Davis, par exemple, sur cette photo, en train de monter donc, ses dessins à celle qui interprète évidemment, Catherine Beaumont, la voix d'Alice. Et c'est amusant parce que Mark Davis a été un des très très grands animateurs de Disney et c'était l'animateur des femmes. Il a animé Alice, mais ensuite il va animer aussi, alors plus près de nous, Aurore dans La Belle au Bois dormant, Maléfique, Cruella, La Fée Clochette, enfin voilà. C'était un des grands animateurs de Disney et un des grands créateurs des parcs Disney, puisque c'est à lui qu'on doit la maison hantée, par exemple, de Disneyland. Donc voilà, Mark Davis a été essentiel. Il y a quand même, comme ça, on appelle les Nine Old Men, mais il n'y a pas que les Nine Old Men, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui ont été essentielles dans la réussite et la qualité des films de Disney et des parcs. Alors évidemment, il faudrait une émission complète pour en parler, parce que on peut parler de Marie Blair, par exemple, qui a influencé le style artistique des films à partir de Cendrillon, Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles. Mais ensuite, les parcs d'attractions, évidemment, avec It's a Small World. On peut parler des Wienerl avec La Belle au Bois dormant. On peut parler de Claude Cause, qui est moins connu, mais qui a été très important, parce que c'est lui qui a fait le style des décors de Pinocchio avec Gustav Tenggren, illustrateur suédois, mais qui a ensuite aussi fait le style des décors de La Belle et le Clochard, de Alice, de Peter Pan, avec un personnage qui s'appelle John Hench, qui a aussi beaucoup travaillé sur les parcs. Donc, en réalité, pendant ces années 50, 40, 50, tous ces grands artistes ont travaillé sur les longs métrages, et lorsque Disney a décidé de créer les parcs, eh ben, il a emprunté les plus grands artistes pour travailler sur les parcs. Et voilà, entre-temps, il y a une formation d'autres animateurs qui permettaient de prendre le relais et de garder quand même une qualité d'animation au top. Et la transition est toute trouvée, puisqu'effectivement, les années 50, on développe les parcs, on développe aussi la télévision. C'est dans les années 50 que Disney explore la télévision avec l'émission Disneyland, plus tard renommée Walt Disney Wonderful World of Color, pour promouvoir les personnages, les films et les parcs à la télévision. Et du coup, pour se structurer, c'est la création en 1952 de la Wade Enterprise. C'est-à-dire que là, on structure vraiment la société avec plusieurs divisions, la partie animation, la partie parc, la partie Imagineering. Oui, et puis la partie aussi musique, ils produisaient leurs propres disques. Donc tout ça, c'est diversifié et très organisé en réalité avec des bâtiments séparés d'ailleurs. Le Web Enterprise n'était pas du tout dans le bâtiment de l'animation, c'était séparé. Et donc, comme tout ça était quand même dans la même ville, les gens allaient d'un studio à l'autre pour travailler. Donc, Mark Davis, il est revenu travailler sur La Belle au Bois dormant, mais il n'a pas travaillé sur La Belle et le Clochard, puisque au moment de La Belle et le Clochard, qui était réalisé en 54-55, il travaillait sur le parc. Donc, c'était vraiment, très très bien organisé. C'est aussi une des raisons du succès. C'est l'organisation, l'efficacité. Vous savez, quand il a fait, je reviens en arrière puisque je suis en train de terminer un livre consacré à Cendrillon, lorsqu'il a fait Cendrillon, il a tourné entièrement le film en prise de vue réelle pour gagner du temps, pour être sûr qu'il n'y ait pas des plans du film qui soient inutiles. Donc tous les plans, une fois la mise en scène terminée, il savait exactement quel plan il allait utiliser. Et donc parfois pour les anciens films comme Blanche-Neige, Pinocchio, vous avez des plans, même des séquences parfois qui ont été supprimées parce que ça ralentissait le film, il y allait petit à petit. Et pour régler ce problème, à partir de Cendrillon, il a tourné entièrement en prise de vue réelle en noir et blanc, chacun des longs métrages pour être sûr de l'efficacité de la mise en scène et qu'il n'y ait pas des plans qui soient faits pour rien. Parce que ça coûte très cher, évidemment. Un plan d'animation coûte une fortune. Et en parlant d'animation, les studios Disney travaillent et sortent Peter Pan en 1953. Là aussi, Peter Pan est devenu un classique. Les techniques d'animation s'améliorent à cette époque ? Non, en réalité, les techniques d'animation, à partir de Fantasia, tout était dit. C'est-à-dire que là, tout a été fait. Et en réalité,
Il n'y a pas eu d'évolution en réalité technique au niveau du dessin animé par la suite. Il y a même eu une réduction, c'est-à-dire que par exemple cette fameuse caméra multiplane qui a été utilisée beaucoup dans Fantasia, dans Pinocchio, dans Bambi, était beaucoup moins utilisée parce que ça coûtait très cher. Par contre, il y a certains plans de Peter Pan où nous avons des vues aériennes, on arrive sur Londres, etc. Ça s'est fait en multiplane. Mais c'était ponctuel, c'est-à-dire au lieu d'avoir une quarantaine de plans dans le film, on n'en avait plus qu'une dizaine. Vous qui travaillez dans l'animation, on ne s'imagine pas, ou en tout cas on s'imagine peu, tout le travail de préparation qu'il y a derrière un film d'animation. Ce sont des centaines, des milliers d'esquisses, des milliers de dessins qui sont faits, étudiés avant de trouver la bonne formule, la formule magique pour que le film fonctionne. Oui, par exemple, là on est en train de voir des dessins de storyboard qui ne sont pas dans le film, tout simplement parce qu'il y a un travail de recherche. Donc on trouve des idées, on les met en scène avec le storyboard, et puis finalement, parfois on les abandonne, comme là on voit des dessins un peu plus effrayants qui ont été abandonnés pour Peter Pan. Ça c'est normal, c'est le travail de préparation, et il faut savoir que Disney donnait quand même beaucoup de temps à ses artistes pour préparer le film. Donc un film comme Peter Pan a été commencé dès 1940, après ça a été arrêté évidemment avec la guerre, mais la reprise et le développement du film a duré 3 ans. Donc pendant 2 ans sur les 3 ans, vous avez un travail de préparation, de création des personnages, de création de l'ambiance des décors, et qui va être utile évidemment à l'arrivée, puisque tout ça sera très abouti. On fait aussi des essais d'animation des personnages. La production, la réalisation réelle du film ne prend qu'1 an en réalité. Mais la préparation en prend 2 de plus. Voilà, et ça c'est un des secrets. D'ailleurs, le film qui a pris le plus de temps en préparation, c'est La Belle au bois dormant, qui a commencé en 1953 pour sortir en 1959. Dans le générique de notre podcast, on entend 2 phrases de Walt Disney. On entend Walt Disney qui dit « Il faut surtout pas oublier une chose, c'est que tout a commencé par une souris, effectivement, dans les studios Disney. » Puis on l'entend aussi dire à tous ceux qui arrivent dans cet endroit magique, bienvenue, puisque en plus de l'animation, en 1955, Disney développe son activité avec l'ouverture donc de Disneyland. C'est un grand moment, puisque là, les personnages que les petits Américains voient à la télé, et puis tout le monde entier les voit à la télé d'ailleurs, même si la distribution n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui et pas aussi facile. Mais tous les personnages qu'on voit à l'écran prennent vie finalement dans un parc d'attractions. Oui, absolument. Alors, je vais revenir sur ce que disait Walt Disney à propos de Mickey. Tout a commencé par une souris. C'était vous dire, tout a commencé par quelque chose de très simple, en fin de compte. Voilà, on est parti de quelque chose de très simple pour arriver à quelque chose d'extrêmement sophistiqué. Et c'est ça qui est très impressionnant. Alors, toute cette richesse de tous ces films a permis justement d'enrichir le parc. Vous avez, tout le monde le sait, mais en plus ça a évolué, il y a des attractions qui ont disparu avec le temps, mais vous aviez les attractions correspondant à chacun des films. Vous aviez Dumbo, vous aviez, qui a disparu par la suite, vous aviez Bambi évidemment, vous aviez Blanche-Neige, vous aviez Peter Pan. Voilà, ça a enrichi le parc d'année en année, et à chaque fois qu'un nouveau film sortait, voilà, c'était une étape de plus qui permettait de développer, de changer une partie du parc, de rajouter une attraction. Aujourd'hui, c'est complètement différent, mais à l'époque, c'était vraiment lié au dessin animé. Walt Disney donc qui réalise un autre rêve en ouvrant son parc Disneyland. Il n'oublie pas pour autant la télévision avec le Mickey Mouse Club qui est également développé. L'animation avec la sortie de La Belle au bois dormant. Vous disiez il y a quelques instants que vous êtes en train de travailler sur un livre de ce classique Disney sorti en 1959. C'est Cendrillon. Ah, c'est Cendrillon. La Belle au bois dormant, je l'ai fait il y a 10 ans. Eh ben, on peut toujours le retrouver en librairie d'ailleurs. Difficilement, parce que d'ailleurs c'est mon grand regret, c'est que mes livres sont épuisés, et que maintenant pour les trouver, il faut casser sa tirelire, ça coûte cher. C'était pas mon but. Voilà, donc je tiens à le dire à tous les auditeurs. Moi, je préférais faire des livres beaucoup plus marchés, mais bon, je voulais faire aussi des livres d'art qui rendaient justice au travail des artistes. Voilà, mais on peut les trouver quand même. Hein. Voilà, faut chercher, mais on arrive à les trouver quand même. Et ce sont effectivement ce qu'on appelle des beaux livres à avoir dans sa bibliothèque. C'est une mine d'informations à chaque fois. Vous allez piocher dans les archives Disney pour nous raconter finalement l'histoire derrière les histoires racontées par Walt Disney, et c'est toujours passionnant. 1961 également, la sortie des 101 Dalmatiens. Là, c'est un tournant. Les 101 Dalmatiens, comme La Belle au bois dormant a été un échec commercial. Il va se rattraper avec le temps. Il est sorti, évidemment. Maintenant, c'est devenu un gros classique. Disney a réduit considérablement le budget du studio d'animation.
Il envisage même de l'arrêter à un moment donné, et puis finalement, il continue. Et ils mettent au point à cette époque-là, avec la société Grand Xerox, une machine qui permet de reproduire les dessins sur des feuilles de plastique directement. Donc on supprime l'étape qui coûtait très cher et qui prenait beaucoup de temps, de tracer à la plume les personnages sur les feuilles de rhodoïdes. En plus, c'est un avantage, c'est qu'on est fidèle au travail de l'animateur. Il n'y a pas la rigidité du trait à la plume sur le rhodoïde. On a directement le dessin d'animateur sur l'écran. Et ça donne quelque chose de beaucoup plus enlevé et finalement de plus moderne aussi. Oui, évidemment. Et puis, puisqu'on parle de modernité, Disney développe encore ses parcs d'attractions avec, je tenais quand même à le souligner, en 1963, l'arrivée de Enchanted Tiki Room, la première attraction qui utilise des audio animatronics. Ça montre finalement toute l'innovation qu'il y a eu. C'est le point final de cette partie consacrée aux années 1950-1960. C'est finalement un bel exemple de l'innovation des studios Disney, de l'entreprise Disney. Oui, de Walt Disney lui-même, qui était passionné par les technologies, qui faisait qui investissait beaucoup d'argent et beaucoup de recherche, et qui vraiment s'est beaucoup amusé justement à donner vie, comme il donnait vie à un personnage de dessin animé sur le grand écran, il voulait donner vie en vrai à ces personnages. Et donc, à l'époque, aujourd'hui, ça paraît un peu désuet, mais à l'époque, c'était extrêmement innovant et spectaculaire pour les gens. Et là, il est vraiment arrivé au summum de ce qu'on pouvait faire à l'époque par rapport à la technologie qui existait. Il avait des ingénieurs brillants aussi. On le dit régulièrement dans nos épisodes de podcast quand on aide nos auditeurs à préparer leur séjour à Walt Disney World. Ne manquez surtout pas cette attraction Enchanted Tiki Room, même si elle paraît désuète. Eh bien, c'est vrai que c'est une attraction à absolument pas manquer parce que c'est encore une trace de Walt. Il en reste peu, malheureusement, dans les parcs Disney. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Il y a des attractions qui disparaissent, mais il reste encore à Walt Disney World Enchanted Tiki Room ou encore le Carousel of Progress, qui sont des héritages de Walt Disney, tout comme les Country Beer Jamboree, même si cette attraction va avoir droit à une rénovation dans les prochaines années. Faut pas oublier Pirates des Caraïbes et la Maison Hantée quand même, qui ont été créés par Disney et Mark Davis et Ward Kimball, ces grands animateurs, dès le début des années 60. Donc voilà, il y a quand même des choses qui restent très importantes et qui ont beaucoup de charme et qui font partie de l'identité de Disney et des parcs Disney. Exactement. Et puisqu'on parle d'innovation, on va parler d'un classique, là encore. Mélange d'animation et de prise de vue réelle, c'est en 1964 la sortie de Mary Poppins. Ah oui, c'est formidable. Bah, justement, c'est un peu le retour à la source, puisqu'il a commencé avec les Alice Comedies, avec la petite fille en prise de vue réelle, avec les personnages en dessin animé. Et là, on retrouve la même chose, mais avec toute l'expérience de Disney, la technologie, le développement, les innovations, pour arriver à un spectacle absolument incroyable. Évidemment, bien aidé par la qualité des musiques des frères Sherman, de Julie Andrews. Voilà, c'est un film magique. C'est un film magique et la grande idée, évidemment, c'est lorsqu'on rentre, là on voit les dessins, lorsqu'on rentre dans le parc et que l'on est dans un parc, dans un style de dessin différent des dessins animés de Walt Disney, puisque tout est traité au pastel pour donner plus de poésie et de douceur au décor. Ça donne un résultat absolument formidable, poétique et avec évidemment aussi une animation toujours au top. C'est un film en plus qui a une valeur sentimentale particulière pour les fans de Disney, puisque c'est finalement pas le dernier sur lequel Walt Disney a travaillé, mais en tout cas le dernier qui est sorti de son vivant. Oui, c'est le dernier qui est sorti de son vivant. Il avait terminé aussi Winnie l'ourson, qui est sorti l'année de sa mort, le premier Winnie l'ourson, mais en long métrage, oui, c'est le dernier, et puis c'est un succès considérable aussi. C'était une source de joie pour lui d'être arrivé au bout de ce projet et de l'avoir réussi autant. En même temps, vous savez, comme les projets sont développés très longtemps à l'avance, avant de disparaître, Disney avait déjà donné son aval, avait vu les storyboards, avait vu le développement des personnages des Aristochats, du livre de la jungle évidemment qui était presque terminé, des Aristochats et même de Robin des Bois qu'il avait décidé. Donc, vous voyez, c'est des projets qui se font sur plusieurs années. Et donc, en tout cas, jusqu'à Robin des Bois, le sujet avait été décidé et il y avait même des premières esquisses qui avaient été faites.
On n'oublie pas pour autant, malgré la mort de Walt Disney, bien de développer encore une fois le divertissement. Walt Disney avait travaillé avant sa mort et avait présenté plusieurs projets pour l'ouverture de ce qui devait s'appeler Disney World en Floride et qui, vous le savez, a été rebaptisé Walt Disney World pour rendre hommage justement à Walt Disney après sa mort. C'est inauguré le 1er octobre 1971 par son frère Roy. On aperçoit encore une fois des images sur notre chaîne YouTube, des images que vous avez l'habitude de voir si vous nous suivez, évidemment, puisqu'on parle très très régulièrement de Walt Disney World dans Disney World, le podcast. Il y a une émotion particulière quand on va à Disneyland en Californie, parce que c'est le parc créé par Walt Disney, de celui dans lequel il a marché. Walt Disney World, c'est encore une autre dimension, c'est le parc qui ouvre juste après la mort de Walt Disney. Oui, absolument. Moi, j'ai eu la chance de découvrir les parcs dans le bon ordre. C'est-à-dire que j'ai d'abord été en Californie et ensuite à Walt Disney World. Et puis après, le parc en France est ouvert. Donc, c'était intéressant parce qu'effectivement, en Californie, on est vraiment chez Walt Disney, quoi. Il n'y a pas de problème. Le parc est moins grand. Il est vraiment concentré sur les personnages des dessins animés. Walt Disney World, lui, est dirigé vers le futur. Vous avez Epcot Center qui était vraiment le cœur du projet. Le parc lui-même, c'est Disneyland un peu plus grand, mais il y avait Epcot Center en plus. Donc c'était vraiment aussi pour développer des technologies, voilà, et tout ce qui arrivait année par année, puisque la technologie s'est développée, à l'époque ça développait rapidement aussi. Et donc, par exemple, les automates étaient beaucoup plus sophistiqués qu'ils ne l'étaient 10 ans plus tôt. Donc ça permettait de faire des choses nouvelles et innovantes. Et le parc a eu beaucoup de succès aussi en Floride, mais il était beaucoup plus important. D'ailleurs, la fréquentation était simplement le double du parc de Californie. Epcot inauguré en 1982, là on a fait un bond dans le temps, et puis dans le même temps 1983 ouverture de Tokyo Disneyland. Donc on voit que Disney se concentre énormément sur le développement de parcs à thème. On peut parler quand même dans les années 80, dans les années 70 jusqu'à la fin des années 80 de déclin quand même pour les studios d'animation Disney, avec des difficultés financières au cours de cette décennie, avec un coût élevé de production de films, et puis surtout une concurrence accrue à cette époque. Oui, alors, il y a une explication quand même assez simple. Walt Disney est mort en 1966, mais ces grands artistes ne sont pas morts en 1966. Il y en a plein qui ont vu l'an 2000, comme on dit, même après. En réalité, les films étaient faits par la même équipe. Donc, par des gens qui avaient fait Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, Bambi, etc. Donc, la qualité de l'animation, alors il y avait moins de moyens, mais la qualité était toujours la même. Et la patte Disney était toujours la même, puisque c'était les mêmes personnes qui faisaient les films. Donc, jusqu'à Bernard et Bianca, même Rox et Rocky, en 1980, on retrouve les mêmes, alors un peu moins, mais on retrouve les mêmes animateurs. Donc ça, c'était vraiment l'héritage de Walt Disney a continué jusqu'en 1980. Et ensuite, c'est une nouvelle génération qui est arrivée, même s'ils étaient conseillés par quelques anciens. Il y a eu un renouvellement. Et effectivement, on ne pouvait pas avoir la même qualité d'animation pour des films qui ont suivi, comme Taram par exemple, dont je peux parler puisque j'étais attaché de presse à l'époque, que pour les films des années 40, 50 et même 60. C'est tout à fait compréhensible. Et après, il y a eu un renouvellement, évidemment, un renouveau avec l'arrivée de Jeffrey Katzenberg, de Frank Wells et Michael Eisner. Donc c'est une nouvelle équipe qui est arrivée. Ils ont été mis devant le fait accompli pour Taram et le Chaudron Magique, puisqu'il était terminé. Et c'est ensuite qu'ils ont mis quelques années avant de trouver la bonne formule avec La Petite Sirène, finalement au classique, c'est-à-dire adapter des contes que La Petite Sirène étaient programmés par Walt Disney à une époque. Ils avaient envisagé de le faire, il y avait même eu quelques croquis qui avaient été faits. Donc, voilà, on retournait un peu à l'héritage Disney. Effectivement, la sortie de La Petite Sirène en 1989. 1989, c'est aussi l'ouverture des Disney MGM Studios, qu'on appelle aujourd'hui les Disney's Hollywood Studios à Walt Disney World, pour rendre hommage justement au cinéma. Et puis, faut pas oublier que c'était à la base aussi des studios dans lesquels ont été produits plusieurs films avant d'être un parc d'attractions. On a La Belle et la Bête en 1991. Ça aussi, mon Dieu, que c'est un classique adulé par beaucoup de fans. C'est il a tous des animés, il a l'histoire, il a l'animation, les dessins. Ça reste encore une fois un signe de la renaissance de Disney après cette période de déclin dont on parlait il y a un instant. Oui, parce qu'en réalité, il bénéficie aussi de la formation des animateurs. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple
prendre le plus grand, c'est Glen Keane, on pourrait prendre Andreas Deja aussi. Ces animateurs ont commencé justement au début des années 80 et ensuite ont appris petit à petit leur métier, sont devenus des très très bons animateurs. Et en fin de compte, au moment de ces films-là, ça y est, ils étaient au point pour pouvoir animer avec une qualité proche de la grande époque. Alors pas tout le monde, mais il y avait quand même une qualité d'animation tout à fait remarquable quand même. 1992, un an plus tard, c'est l'ouverture de Disneyland Paris. On n'oublie pas pour autant les sorties d'Aladin également la même année. Le Roi Lion, 1994. Là, c'est vraiment, on parlait d'un premier âge d'or quelques années après la création des studios. Là, on est vraiment sur des gros classiques. C'est finalement, il y avait une première génération qui avait découvert Disney avec les premières réalisations, les premiers courts et longs métrages, Blanche-Neige, etc. Là, on a vraiment une autre génération finalement d'enfants qui ont grandi et qui ont eu leurs propres enfants qui découvrent à nouveau la magie Disney. Oui, et puis alors, le succès considérable du Roi Lion donnait à nouveau des moyens aux studios Disney pour continuer de faire des longs métrages avec une qualité maintenue, si vous voulez. Donc ça a été vraiment un événement, le Roi Lion. En même temps, il y a la musique d'Elton John qui compte aussi beaucoup au succès. Vous savez, les dessins animés Disney de la grande époque bénéficiaient, on n'en a pas beaucoup parlé, mais de compositeurs et de remarquables, de paroliers remarquables, on avait des chansons inoubliables, c'est un peu le cas aussi. Alors, c'est lié aussi à la présence de Peter Schneider qui venait de Broadway et qui voulait faire, qui adorait les comédies musicales et qui a mis en avant justement l'aspect musical dans tous ses dessins animés. Et ça a été aussi probablement une des raisons du succès, au-delà de l'animation. Un grand tournant ensuite, c'est 1995, la sortie de Toy Story. C'est le début finalement du travail de collaboration avant même l'acquisition avec les studios Pixar. Des dessins réalisés par ordinateur. Ceci dit, on n'oublie pas la tradition et on a d'abord, avant de créer ces personnages sur ordinateur, des esquisses pour trouver le bon design. Le processus est toujours le même depuis le premier Mickey. En réalité, c'est de trouver une bonne idée, de développer un scénario, de créer des personnages, et ensuite de développer le storyboard, donc le film raconté de façon fixe, mais en même temps avec tous les éléments, tous les gags, tout ce qui se passe dedans. Donc tout ça, c'est fait à la main. Alors, les storyboards peuvent être dessinés à la palette graphique, évidemment, mais enfin, les animateurs aiment bien dessiner, c'est un plaisir, et en général, c'était fait à la main. Et ensuite, il y a tout le processus qui n'a plus rien à voir, évidemment, puisque c'est fait entièrement généré à l'ordinateur. Donc, il y a toute la difficulté, c'est de rendre le côté spontané de l'artiste avec cette technologie, et ça a mis quand même pas mal de temps avant qu'on y arrive. On peut parler de révolution quand même, là. De John Lasseter, c'est une révolution. D'ailleurs, la grande idée de John Lasseter, c'est d'avoir fait un long métrage avec des jouets, parce que c'était beaucoup plus facile à l'époque d'animer des jouets, on pouvait les animer, alors que des personnages réalistes, c'était vraiment pas terrible. Ils avaient un charme, ils étaient raides, ils avaient des expressions limitées, voilà, c'était pas terrible. Par contre, animer des jouets, c'est ça, c'est vraiment une excellente idée. Et ensuite, la technologie a évolué de film en film et a permis de faire des choses absolument incroyables qu'on voit aujourd'hui. Je dirais que depuis maintenant une quinzaine d'années, on tourne un peu en rond. C'est-à-dire qu'on a une technologie qui est aboutie, qui permet de faire des films de façon sans limite technologique. Et donc, la différence se fait par les sujets, par la création des personnages et des idées. On va justement passer en revue plus rapidement les dernières années puisque elles sont plus fraîches, elles sont plus récentes, on les a bien en mémoire. 1995, c'est la sortie de Pocahontas. 1996, Le Bossu de Notre-Dame. La sortie d'Hercule également en 1997. 1998, on va quand même faire un petit détour par Walt Disney World avec l'ouverture d'Animal Kingdom. Et puis toujours ces films, ces partenariats avec Pixar, la sortie de Monstres et compagnie en 2001, Lilo et Stitch, Le Monde de Nemo en 2003, Les Indestructibles en 2004. Vous voyez, tout ça, ce sont des films quand même relativement récents. Disney continue de développer ses parcs d'attractions avec l'ouverture de Hong Kong Disneyland en 2005. Et puis 2006, je l'ai mis quand même parce que ça me paraissait quand même pas si anecdotique que ça. Disney qui rachète les droits de Oswald le lapin chanceux à Universal. Ça, c'est un beau pied de nez à l'histoire. Oui, absolument, oui. C'était justement pour boucler la boucle en fin de compte, et que tous les personnages créés par Walt Disney finalement appartiennent à Walt Disney. C'est ça qui est amusant.
Mais en même temps, le charme des premiers Mickey noir et blanc, on ne peut pas le recréer aujourd'hui parce que c'était lié à la technologie, c'était lié à l'époque, aux limites justement de la technique de l'époque. Et on voit bien d'ailleurs, quand on voit les vieux films, on se dit ah c'est marrant, c'est comme un vieux film de Charlie Chaplin, vous voyez les premiers films de Charlie Chaplin et puis le temps moderne. Il y a un grand écart dans l'image. Mais c'est vrai que c'est un clin d'œil assez amusant de retrouver Oswald le Lapin aujourd'hui, et même le dessin animé qui a été fait en hommage au vieux Mickey. On commence avec un vieux Mickey, un faux vieux Mickey, et on termine avec un film en 3D absolument époustouflant où ils arrivent dans la salle. Enfin, ça c'est extraordinaire. 2007, c'est la sortie de Ratatouille. 2008, la sortie de Wall-E. Là, on est vraiment dans l'animation par ordinateur une nouvelle fois. La sortie de là-haut en 2009. 2009, c'est également l'acquisition de Marvel. On sent, vous disiez que il y a une volonté de faire revenir des personnages qui appartenaient à Disney chez Disney, mais Disney va même plus loin, va aller chercher des personnages qui ne lui appartiennent pas. Oui, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est un développement économique. En réalité, c'est une stratégie économique. On n'est plus du tout dans l'univers Disney. On est dans d'autres univers pour pouvoir enrichir justement les parcs, renouveler aussi les parcs, les agrandir. Donc voilà, je pense que c'est plutôt dans cette idée-là. Mais là, on est loin de l'univers Disney, évidemment. Hein, c'est normal. On parle de Marvel, mais c'est aussi un peu plus tard l'acquisition de Lucasfilm en 2012 avec la saga Star Wars qui est développée aujourd'hui en film, qui est développée également en série. 2013, il reste quand même quelques films à succès chez Disney avec la sortie de La Reine des Neiges, mais on utilise aussi les vieilles recettes. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, comme on dit. On commence à adapter chez Disney des classiques de films d'animation en live action. Oui, effectivement, alors avec plus ou moins de réussite, évidemment, hein, parce que évidemment, le problème, c'est que le dessin animé, c'est magique, hein, le dessin animé fait rêver les enfants, la prise de vue réelle peut faire rêver par moments, ça c'est certain, grâce aux technologies qu'on a aujourd'hui, mais il n'y a pas ce côté livre pour enfants animé que l'on a dans le dessin animé, justement. Je pense que c'est ça la grande différence. Après, évidemment, il y a des Maléfiques, par exemple, est très réussi. Donc, on peut arriver à faire des choses, reprendre des sujets en les adaptant de façon différente. C'est le cas de Maléfique. On n'est pas dans La Belle au Bois dormant, on est dans un autre film, ou dans Cruella, par exemple, qui est très réussi aussi. Voilà. Après, quand on calque vraiment un dessin animé que tout le monde connaît par cœur, toutes les générations ont vu, évidemment, il n'y a pas l'effet de surprise. Donc, on est soit agréablement surpris par certains effets spéciaux, certains effets de mise en scène, mais on ne peut pas être surpris par l'histoire ou par les dialogues. On poursuit en 2016 avec la sortie de Zootopie. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Le 2016, c'est également l'ouverture de Shanghai Disney Resort. Pour donner une preuve que Disney poursuit dans l'animation, mais poursuit également dans le divertissement avec ses parcs à thème. 2016, la sortie de Vaiana. 2019, l'acquisition de Century Fox, qui est devenue la Fox aujourd'hui. Et puis, c'est aussi en 2019 le lancement de Disney Plus avec les avantages et les inconvénients qu'on lui connaît. Et pour finalement conclure cet épisode, Pierre, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Quand on est un fan de l'animation, le but ultime, c'est quand même de sortir au cinéma. Disney a fait le choix ces dernières années de sortir plusieurs de ses productions sur la plateforme de streaming Disney+. Est-ce que c'est bien selon vous parce que ça offre justement la possibilité à plus de monde de voir les réalisations, ou est-ce que finalement on perd un peu le charme de ne plus avoir ces sorties au cinéma? Ah ben on perd le plaisir d'aller au cinéma, d'attendre, de découvrir le film sur grand écran, voilà, ça on le perd complètement. Par contre, l'énorme avantage de Disney+, c'est que tous les abonnés peuvent avoir accès justement à tous les trésors de Disney, c'est-à-dire aussi à beaucoup de courts-métrages, pas tous bien sûr, mais à beaucoup de courts-métrages anciens, à des documentaires, à des reportages. Il y a des choses passionnantes. Après, il faut aller fouiller dedans, comme on dit. Hein, voilà. Pour les nouveaux films, non, je trouve qu'il faut mieux les sortir au cinéma, mais c'est très compliqué parce qu'à l'époque, le cinéma, on pouvait sortir 2 dessins animés par an. Aujourd'hui, il y a une telle production qu'il n'y a plus la place pour pouvoir les sortir. C'est ça qui est très compliqué. Et ça coûte beaucoup d'argent au niveau de la promotion. Donc la facilité, évidemment, c'est de les sortir en streaming sur Disney+. Mais en même temps, c'est une source de découverte formidable. Si on va bien faut aller chercher dedans.
mais vous pouvez revoir tous les grands classiques de Disney, les découvrir, parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas été diffusés au cinéma. Par exemple, les Trois Caballeros, Saludos Amigos, on en parlait tout à l'heure, mais d'autres programmes des années 40, le seul moyen de les voir, justement, c'est soit en Blu-ray, en DVD, ou sur le Disney+, qui est beaucoup plus simple. Et puis c'est aussi l'occasion de Disney+, d'aller plus en profondeur sur le sujet du jour, c'est-à-dire les 100 ans de Disney. Vous avez des formidables documentaires, notamment sur les frères Sherman qui sont à découvrir sur la plateforme Disney+. Pour conclure, Pierre, quel regard là à l'aube du 100e anniversaire vous portez sur cette grande histoire des studios Disney, ces 100 ans de magie, 100 ans de belles histoires, 100 ans d'aventure. Si vous deviez conclure et avoir le mot de la fin, lequel serait-il ? Écoutez, c'est une aventure d'artistes, d'abord de créateurs. Ils ont été très nombreux et ils sont nombreux encore aujourd'hui à faire rêver les gens. Ça demandait beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup d'ambition et beaucoup d'innovation. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est de voir des films qui ont des fois 50, 60 ans, 70 ans et qui ont conservé le même charme, le même plaisir de la découverte. Et lorsqu'on voit des enfants qui ont 3, 4, 5 ans découvrir Bambi, découvrir Pinocchio, Pinocchio il fait un peu peur, hein, découvrir Cendrillon, Peter Pan, le rêve il est intact. En réalité, ils réagissent comme les enfants réagissaient à l'époque de la sortie des films. Et donc ça prouve que Disney est intemporel, intergénérationnel. Voilà, je ne sais pas pour les films d'aujourd'hui s'il sera de même, mais en tout cas pour tous ces films qui ont été créés à l'époque, c'est une évidence. J'ai envie de vous poser quand même une dernière question, Pierre. Là, c'est à titre personnel, mais je suis sûr que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs. Dites-moi, vous qui êtes un passionné, qui avez réalisé plusieurs expositions sur l'histoire de Walt Disney, ce centenaire, ces 100 ans des studios Disney, ça vous donne pas envie de réécrire un bouquin sur cette histoire, de reproposer une exposition ? Alors, j'aimerais bien recréer une exposition, évidemment. Il y en a plusieurs qui tournent, que les studios Disney font actuellement. En réalité, j'ai été un des personnes à l'initiative avec Bruno Girvaud de ça, avec l'exposition au Grand Palais en 2006, qui était la première grande exposition consacrée aux artistes de Disney et aux influences artistiques de ces artistes. D'ailleurs, la fille de Walt Disney avait visité l'exposition, était en larmes à la sortie, parce que c'était la première fois qu'elle voyait une exposition d'une telle ampleur sur son père. Et oui, effectivement, c'était quelque chose de formidable. Il y en a d'autres qui se créent aujourd'hui. Pour répondre à la question concernant les livres, j'en ai fait déjà pas mal de longs métrages. Je continue d'en faire, puisque là, je viens en train de terminer Cendrillon. Je vais faire les Aristochats bientôt. Il y aura les 100 Dalmatiens. En réalité, mon programme que j'ai mis au point il y a plus de 30 ans, c'était de faire un livre sur chacun des grands classiques de Walt Disney. Et donc, je continue, année après année, d'en faire un. En faisant de nouvelles recherches, en trouvant de nouveaux documents et en essayant de compléter justement ce témoignage de l'histoire des studios Disney. Eh bien, un grand merci de nous avoir fait vivre cette passion et d'avoir partagé avec nous vos anecdotes sur la grande histoire derrière les petites histoires de Walt Disney, l'histoire des studios Disney à l'occasion de ses 100 ans. On voulait vraiment vous proposer cet épisode spécial et c'est avec grand plaisir qu'on vous a reçu aujourd'hui, Pierre Lambert. On rappelle évidemment que vos livres sont disponibles dans toutes les bonnes librairies. Ils sortent chez Huggin et Muggin, donc il faut pas hésiter à aller voir sur le web et dénicher parfois certaines pépites. Vous disiez tout à l'heure à prix d'or. Parfois, c'est vrai que certaines se revendent très très cher parce que ils sont sortis non pas en édition limitée, parce que ils sont quand même pas mal publiés, mais il y a c'est la loi de l'offre et la demande. Quand on l'a dans sa bibliothèque, généralement on le garde précieusement, et quand on veut s'en séparer, comme la demande est forte, et bien évidemment les prix grimpent un peu, mais on peut évidemment toujours avoir ces trésors dans les bonnes librairies. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour près de chez vous pour découvrir les livres de Pierre Lambert. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie. À bientôt. À très bientôt, et nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut à tous.